C'était le grand oral habituel devant un parterre de représentants de la diplomatie française. Ce matin, Emmanuel Macron a exposé aux ambassadeurs français à la fois ses vœux pour cette nouvelle année, ses priorités de politique étrangère en 2025. Durant ce discours de plus d'une heure et demie, le chef de l'État a brossé de nombreux sujets, des crises internationales comme l'Ukraine et le Moyen-Orient, en passant par les défis qui attendent les Européens et les relations franco-américaines. Pour analyser ce discours qui fixe la feuille de route internationale d'Emmanuel Macron, je suis avec Pascal Boniface, directeur fondateur de l'Institut de Relations internationales et stratégiques. Bonsoir Pascal Boniface. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Quelle est l'importance de ce genre de discours devant les ambassadeurs à l'heure où la voix de la France semble affaiblie sur la scène internationale ? Il y a deux choses. D'une part, c'est la tradition. C'est la 30e édition de cette conférence des ambassadrices et des ambassadeurs qui a été créée par Alain Juppé lorsqu'il était ministre des Affaires étrangères. Et c'est à la fois l'occasion pour tous les ambassadeurs en poste à l'étranger de se rencontrer, d'étudier un peu les positions des uns et des autres, de réfléchir ensemble, et pour le plan République, d'énoncer un peu sa vision du monde et sa vision de la France dans le monde. Normalement, ça a lieu au mois d'août, à la fin du mois d'août, à la fin des vacances. Là, on avait décidé que non, il y a les Jeux Olympiques et qu'il fallait repousser. Et donc, ça a été très mal perçu quand même qu'il n'y ait pas cette conférence des ambassadeurs et des ambassadrices. Et donc, on l'a un peu remis, en fait, en rattrapage. Et puis, il faut bien dire qu'il y a un petit contentieux entre les diplomates et Emmanuel Macron. Les diplomates estiment que Macron a eu tort de supprimer leur corps et de faire un grand corps dans lequel il y aura les administrateurs qui pourront être préfets un jour, ambassadeurs le lendemain. Donc voilà, il y avait un petit peu déficit. Et puis, pour ajouter quand même, le fait que dans des indiscrétions choisies, un livre qui va bientôt paraître, Bernard-Henri Lévy dise que comme il est insomniaque et que Macron est aussi insomniaque, qu'ils échangent sur Telegram. Et c'est comme ça que la grande idée fumeuse d'une coalition internationale anti-Hamas était née. Tout ça ne peut pas vraiment plaire aux ambassadeurs qui sont, eux, des professionnels de la diplomatie. Donc le but de Macron, c'était un peu de renouer quand même le lien avec les ambassadeurs au moment où, comme vous l'avez dit, la France apparaît un petit peu moins présente sur la scène internationale et en tous les cas moins active et moins écoutée. Alors sur les dossiers majeurs des crises internationales, on voit bien qu'il n'a pas perdu son attrait pour le en même temps. Écoutons le soutien sans faille qu'il apporte à Israël. Notre solidarité avec Israël face au terrorisme, face à la barbarie des attaques perpétrées par le Hamas sur son sol le 7 octobre 2023 est complète et ne souffre aucune nuance. Les otages encore détenus à Gaza doivent être libérés sans plus attendre et nous continuons de nous battre pour la libération d'Ofer Calderon et d'Ohad Yalomi, nos compatriotes, comme pour la libération de tous les otages. Nous comprenons aussi la nécessité pour Israël que plus jamais le pire ne se produise et que la sécurité des siens soit pleinement garantie. C'est pourquoi, d'ailleurs, fidèles à notre amitié historique, nous assumons nos responsabilités à ses côtés et nous l'avons montré durant l'année dernière à chaque occasion lors des attaques iraniennes ou houthis. Nous l'avons aussi montré en jouant tout notre rôle dans la conclusion du cessez-le-feu le long de la ligne bleue pour mettre fin aux tirs du Hezbollah dans l'intérêt du Liban comme d'Israël. Il faut aussi bien admettre que, quoi qu'on en pense, les interventions, en particulier des interventions ciblées israéliennes au Liban, en Syrie, en Iran, ont changé la donne stratégique au Moyen-Orient. Et il nous faut pour cela, collectivement, en tirer les conséquences et rouvrir la perspective d'une paix solide, durable et sûre pour tous dans la région. Et dans la suite de cette déclaration, il fait mine de s'inquiéter pour le sort de la population gazaoui. Il n'y a aucune justification militaire à la poursuite des opérations israéliennes, aux entraves délibérément mises à l'aide humanitaire et à l'état de faim et de dénuement extrême auquel la population civile est réduite. Dès novembre 2023, la France s'est exprimée en demandant clairement un cessez-le-feu et en organisant ici même la première conférence humanitaire de soutien. Notre priorité reste ce soutien humanitaire en lien avec nos partenaires de la région et le soutien à toutes les populations. Au-delà, il faut sans plus attendre qu'Israël mette fin à la guerre, admette qu'il a des partenaires pour la paix et s'engage à un règlement juste et durable de la question palestinienne. En coordonnant avec l'ensemble des pays de la région pour la question de Gaza, en préservant les conditions politiques en Cisjordanie et à Gaza de la construction d'un État palestinien et en œuvrant avec les pays de la région et la communauté internationale à la possibilité de deux États vivant en paix et en sécurité.
Pascal Boniface, il y a quand même un certain manque de courage d'Emmanuel Macron vis-à-vis d'Israël, non? Pour ne pas dire une complicité. Là, il y a en tous les cas un soutien fort. Le thème de barbarie a été appliqué, bien sûr, aux attentats du Hamas, pas à la riposte israélienne, alors qu'il avait fait une fois et que cela lui a été reproché. Donc on voit bien que là, il y a un soutien qui est inconditionnel à Israël et il y a des préoccupations humanitaires pour les Palestiniens. Mais il ne dit pas comment il parviendra à la création de cet État palestinien qu'il appelle de façon un peu rituelle de ses voeux. Donc on voit là que Emmanuel Macron, qui souvent quand même a varié sur ce dossier, là est quand même donc la nécessité de soutenir Israël apparaît beaucoup plus nettement que la nécessité de parvenir à la création d'un État palestinien. Il ne nous dit pas quand il parvenir. Et puis il y a aussi un grand silence sur le mandat d'arrêt émis par la Cour pénale internationale, dont il ne dit pas un mot, alors que c'est quand même un élément extrêmement important qui change également la donne. Donc effectivement, on voit bien là que pour des raisons qu'il serait intéressant d'approfondir, il y a vraiment là un coup de barre en faveur d'Israël par rapport à des déclarations précédentes. Alors sur l'Ukraine, les choses semblent plus claires. Macron accuse la Russie d'avoir mondialisé le conflit et d'avoir une responsabilité totale dans la situation actuelle. Est-ce que vous êtes d'accord avec cet argumentaire ? Non, enfin, je veux dire, une fois encore, la guerre d'agression de la Russie est impardonnable, mais on a commis auparavant beaucoup d'erreurs à l'égard de la Russie. Aucune ne justifie cette guerre, mais dire que tous les torts sont d'un côté, et quand même, il ne faut pas renvoyer la Russie et l'Ukraine dos à dos, mais on a fait les erreurs. Et surtout, là où Macron s'enferme, c'est qu'il dit que la Russie ne peut pas gagner la guerre. On voit très bien que même Zelensky admet qu'il y aura des concessions territoriales de sa part. Et donc, à force de répéter qu'on ne peut pas accepter que la Russie gagne des territoires parce que ça serait remettre en cause l'international, on va perdre encore un peu plus de crédibilité le jour où ça arrivera, parce que quand même, on voit bien que c'est le souhait de Donald Trump de terminer cette guerre le plus vite possible, même si ce ne sera pas fait en 24 heures, et donc de faire pression sur les Ukrainiens pour dire il y a une réalité militaire. Il y a 5 fois moins d'Ukrainiens que de Russes, donc l'Ukraine ne peut pas reconquérir les territoires. Et tous ceux qui ont entretenu un peu de façon rêvé cette possibilité n'ont fait que alourdir le bilan humain de cette guerre. Alors Emmanuel Macron a également évoqué ses relations avec ses partenaires africains qui réclament le retrait des troupes françaises de leur pays. Est-ce que vous comprenez les déclarations d'Emmanuel Macron ? Là, nous a dit tout va très bien, Madame la Marquise. Il a dit qu'en fait, c'était pas un échec et qu'on avait réorganisé. Or, quand même, il a dit que ceux qui disaient que c'était un échec n'avaient pas pris sur la réalité, devaient changer de lunettes. Non, enfin, quand vous faites virer de plusieurs pays, c'est que c'est quand même un échec. Et s'il y a un coup d'État, c'est que les pouvoirs civils que l'on soutenait n'avaient pas de racines très profondes et n'avaient pas développé un lien avec les populations, tout simplement. Alors là où on peut lui reconnaître un point, c'est qu'effectivement la situation est moins compliquée en Afrique lusophone et en Afrique anglophone, et que l'Afrique ne se résume pas à l'Afrique francophone. Mais là, il y a quand même un peu un déni de réalité de la part du président Macron. Et en plus, il a parlé de l'ingratitude des pays africains qui avaient demandé la présence militaire pour ensuite demander le départ, mais ils sont souverains. Et donc, il n'est pas certain que ces mots sur l'ingratitude des pays africains aident la France à regagner des positions dans cette partie du monde. Alors parmi les passages surprenants de ce discours, il y a aussi cette pique lancée contre Elon Musk. On écoute. Voilà 10 ans, si on nous avait dit que le propriétaire d'un des plus grands réseaux sociaux du monde soutiendrait une nouvelle internationale réactionnaire et interviendrait directement dans les élections, y compris en Allemagne, qui l'aurait imaginé ? C'est le monde dans lequel nous vivons et dans lequel nous avons à faire de la diplomatie. On aurait pensé a priori qu'Elon Musk et Emmanuel Macron sont tous les deux du côté de l'ultralibéralisme. Alors comment expliquer cette sortie ? Oui, alors c'est peut-être un peu pour équilibrer le propos, en même temps, il va inviter Elon Musk au sommet sur l'intelligence artificielle. Et donc, effectivement, le constat qu'il fait, c'est que la démocratie est peut-être menacée par la Russie et ses ingérences, qu'il a mis aussi, mais Elon Musk fait aussi des ingérences en aidant l'extrême droite dans les différents pays. Et là, disons que c'est plutôt courageux de sa part de le faire, parce que Elon Musk ne va pas apprécier, mais c'est un vrai problème, que l'homme le plus riche du monde aime l'extrême droite dans des pays aussi importants que le Royaume-Uni et l'Allemagne, et dans d'autres pays également. Et donc, c'est bien de dire les choses.
Et pourtant, Emmanuel Macron n'a pas semblé très inquiet du retour de Trump au pouvoir, sachant qu'Elon Musk a soutenu Donald Trump et que ce dernier est aussi un conservateur. Est-ce qu'Emmanuel Macron n'est pas en train de se perdre dans les contradictions? Alors, il se perd les contradictions sur bien d'autres points, effectivement, sur le fait de nier, dire que comme on a augmenté les moyens de la diplomatie et les moyens de l'armée française, la France est plus forte dans le monde. Non, parce que la période politique dans laquelle nous vivons est venue affaiblir la voix de la France et aussi les allers-retours, notamment sur le Proche-Orient, ont aussi affaibli la lisibilité de la politique française. Et donc, bon. Mais par contre, effectivement, poser le problème comme cela, sur Trump, il ne pouvait pas dire c'est la panique, Trump est élu, parce qu'il se serait déconsidéré. Il a dit de façon assez habile que la France avait bien résisté à Trump entre 2016 et 2020. Ce qui change, c'est qu'on avait à l'époque un président français qui était fort, et là, le président est plus faible pour des raisons de politique intérieure, et ça rejaillit nécessairement sur notre diplomatie. Alors, on a senti également une inquiétude sur les moyens dont disposent les Européens pour se défendre, sans avoir à compter sur les États-Unis. Est-ce qu'il a raison de pointer cette limite? C'est l'éternel problème. Est-ce que l'on peut faire sans les États-Unis? La plupart des pays européens pensent que non, sauf qu'un jour ou l'autre, les États-Unis vont dire débrouillez-vous par vous-même, ou plutôt vont faire comme Trump. OK, on continue à rester dans l'OTAN, mais il faut acheter plus d'armes aux États-Unis, il faut moins exporter et acheter plus de produits américains. Et c'est vrai que ce chantage permanent a été agrandi par la guerre en Ukraine qui fait peur à tous les pays européens. Mais les dépenses des pays militaires européens, des seuls pays militaires, les seuls pays européens membres de l'OTAN est supérieur aux dépenses militaires russes. Donc il y a aussi un peu la Russie ne va pas attaquer les pays de l'OTAN, ne va pas attaquer la Pologne, l'Allemagne. Et donc il y a effectivement un comportement russe qui est problématique, mais il ne faut pas paniquer par rapport à une troisième guerre mondiale